Imaginez un endroit où tout le monde se connaît, où les liens familiaux et sociaux sont si serrés que vous ne pouvez pas faire un pas sans croiser une connaissance. Bienvenue à Welch, Oklahoma, une ancienne ville minière, blottie à 80 miles de Tulsa, avec seulement 600 habitants. À la fin des années 1990, Welch était une ville durement touchée par la crise économique. Mais même dans les périodes sombres, il y avait des lueurs d'espoir. Pour beaucoup, cette lueur était l'amitié indéfectible entre deux adolescentes, Ashley Freeman et Laura Bible. Elles étaient comme des sœurs, inséparables depuis la maternelle. Ashley, grande, blonde aux yeux bleus, était la star de l'équipe de basketball de son lycée. Et où la trouviez-vous ? Sur les gradins, sa meilleure amie Laura l'encourageait toujours. Laura, avec ses cheveux bruns bouclés, portait fièrement l'uniforme bleu et jaune des cheerleaders. Elle se soutenait à travers tout. En décembre 1999, la vie des deux filles était centrée sur une seule chose, l'anniversaire d'Ashley. Le 29 décembre 1999, Laura demanda à son père, Jay Bible, si elle pouvait passer la nuit chez Ashley pour célébrer ses 16 ans. La famille Freeman, Ashley et ses parents Cathy et Danny, vivaient dans un motorhome isolé, à une dizaine de minutes de Welch. Jay Bible connaissait bien les Freeman et accepta sans hésiter. Laura et Ashley partirent, s'assurant qu'elles seraient de retour le lendemain midi, le 30 décembre. Elles passèrent la journée dehors, avec les parents d'Ashley et le petit ami de celle-ci, faisant ce que font les adolescents, profiter d'une pizza et d'une glace. Mais le petit déjeuner du 30 décembre n'aurait jamais eu lieu. À 5h30 du matin, ce jeudi 30 décembre, le soleil n'était pas encore levé. Un couple se rendant au travail remarqua de la fumée, beaucoup trop de fumée, s'échappant de la roulotte des Freeman. Ils appelèrent les secours. Pompiers et policiers arrivèrent sur place. Le spectacle était effrayant. Mais ce qui alarma le plus les premiers intervenants, c'était le silence. Personne. Laura Bible et les Freeman étaient introuvables. Pourtant, la voiture de Laura et celle des Freeman étaient toujours garées dans l'allée. Elles devaient être là. Les parents de Laura, Jay Bible et Lauren Bible, furent prévenus que leur fille avait disparu. Ils se rendirent immédiatement sur les lieux. Ils se tenaient impuissants derrière le cordon de police, observant les pompiers éteindre les dernières flammes et les policiers fouiller les décombres de ce qui avait été la maison familiale. Rapidement, les enquêteurs firent une découverte macabre. Un corps avait été retrouvé. Le shérif appela l'office d'enquête de l'État d'Oklahoma pour obtenir plus de ressources. Heureusement, ce n'était pas Laura. L'examinateur médical confirma qu'il s'agissait d'un corps de femme portant une alliance et trop grand pour être une adolescente. C'était Cathy Freeman, la mère d'Ashley. Mais l'examen révéla un fait encore plus sombre. Cathy n'était pas morte dans l'incendie. Elle avait été abattue d'un coup de fusil de chasse à l'arrière de la tête. Son corps avait été partiellement protégé par l'eau du matelas à eau qui avait éclaté sous l'effet de la chaleur. Un meurtre, un incendie criminel et 3 personnes portées disparues. C'était l'horreur. Le mari de Cathy et père d'Ashley, Danny, devint immédiatement le principal suspect pour l'OSBI et le shérif. Danny avait une réputation d'homme à l'emportement facile et avait des antécédents de problèmes conjugaux. La théorie initiale était qu'il avait assassiné sa femme, puis enlevé les 2 adolescentes avant de s'enfuir. Malgré le fait que la voiture de Laura et celle des Freeman étaient sur place, Danny fut désigné comme le coupable idéal. Il faut dire que Danny n'était pas un ange. Il cultivait et vendait de la marijuana et avait eu des problèmes avec sa propre famille. L'enquête se concentra sur la chasse à l'homme. Et, dans une démonstration d'incompétence stupéfiante, les enquêteurs, pensant avoir toutes les preuves nécessaires, autorisèrent la famille Freeman à revenir sur les lieux du crime à peine 8 heures après l'identification du corps de Cathy. C'est ainsi que Jay Bible et des volontaires se mirent à chercher des indices sur la propriété. Le chien Rottweiler de la famille alors attira Jay vers un endroit précis. Il s'est couché et gémissait. C'est là que Jay découvrit le second corps. Il le reconnut immédiatement. Des années auparavant, Danny Freeman avait subi une chirurgie faciale et il lui restait un fil dans la cavité nasale. C'est ce fil que Jay Bible voyait maintenant. Danny Freeman avait aussi été assassiné, abattu d'un tir de feu dans la tête, mais cette fois-ci au visage. Pire,
Le corps de Danny portait des marques de bottes. Les enquêteurs étaient littéralement passés sur son corps pendant tout ce temps sans le voir. Leur principal suspect était mort. Leur première théorie s'était écroulée. Avec l'idée que Danny était le tueur écartée, l'OSBI revint sur les lieux, cherchant d'autres corps qu'ils auraient pu manquer. Une situation que vous ne voulez jamais voir dans une enquête. Ils ne trouvèrent ni Ashley, ni Laura. Ils trouvèrent par contre le sac à main de Laura, contenant $200 et sa carte d'identité. L'argent qu'Ashley économisait dans sa tirelire pour s'acheter une voiture avait disparu. Cela rendait l'idée que les filles étaient simplement fuguées, très improbable. Pourtant, les autorités, au lieu de corriger leurs erreurs, imaginèrent une nouvelle théorie aberrante. Ashley et Laura étaient les tueuses et elles avaient pris la fuite. Elles décidèrent également de relâcher à nouveau la scène du crime, permettant à n'importe qui d'y entrer. Alors que l'enquête était en lambeaux, la communauté se mobilisa. Les familles Bible et Freeman n'avaient plus confiance dans les autorités. Lauryn Bible appela une station de radio locale, demandant de l'aide. Des centaines de volontaires répondirent. C'est la famille des victimes qui organisa des recherches méticuleuses sur la propriété de 40 acres, marquant des indices pour l'OSBI, le travail même des enquêteurs. Il y avait, il est vrai, un contexte de tension entre Danny Freeman et le bureau du shérif. 1 an auparavant, le fils aîné des Freeman, Shane, avait été abattu par un adjoint du shérif. L'adjoint avait plaidé la légitime défense alors que Shane, qui avait volé un truck, aurait dégainé une arme. Danny Freeman était convaincu que la police le harcelait et avait menacé de porter plainte. Il aurait même dit à un ami que si quelque chose lui arrivait, ce serait la faute du bureau du shérif. Cependant, après enquête, cette piste ne donna rien. Le cas des 2 filles est devenu vite un cold case. Pendant des années, l'enquête a été déroutée par de multiples fausses pistes. En 2001, un tueur en série tristement célèbre, Tommy Lynn Sells, se fit connaître. Connu comme le tueur des voies ferrées, Sells écrivait au journal et affirmant être responsable des meurtres, de l'incendie et des enlèvements. Son profil semblait plausible, car il avait commis des crimes similaires, dont l'agression de 2 adolescentes. Sells accepta de conduire les détectives sur le lieu où les corps auraient été jetés. Mais il avait menti. Il cherchait juste un meilleur repas et une sortie de prison. Il avait glané ces informations en lisant les journaux. Puis, en 2005, un autre tueur en série, Jeremy Jones, fit surface avec une histoire similaire. Jones était déjà emprisonné pour avoir sexuellement agressé, tué et mis le feu à une maison en Alabama, un crime étrangement similaire. Il affirma avoir tué les Freeman à cause d'une dette de drogue et enlevé les filles, jetant les corps près de Galena, Kansas. Cependant, son récit était douteux. Il avait été arrêté pour ivresse publique et possession de drogue la nuit de l'enlèvement, rendant sa présence sur les lieux hautement improbable. Les recherches près de Galena, auxquelles Jay et Lauryn Bible assistèrent pour s'assurer que les policiers ne fassent pas des erreurs une fois de plus, ne donnaient rien, et Jones finit par admettre qu'il avait menti. Malgré ces déceptions, Jay et Lauryn Bible ne s'arrêtèrent jamais. Leur maison témoignait de leur douleur. L'arbre de Noël de 1999 n'avait jamais été démonté. Il est resté là, attendant le retour de Laura, jusqu'à ce qu'il tombe en morceaux en 2005. En 2010, ils durent accomplir la tâche déchirante de faire déclarer leur fille légalement morte, sachant que le seul espoir était de retrouver sa dépouille. L'affaire traîna, relancée sporadiquement par des tuyaux anonymes, menant même à des fouilles infructueuses sur la propriété du meilleur ami de Danny, un codétenu. 17 ans passèrent. Puis, en 2017, un nouveau shérif fut élu, dans le comté de Craig. Ce changement allait enfin révéler l'étendue de l'incompétence passée. Le nouveau shérif découvrit une boîte, littéralement bourrée d'impreuves, oubliée et non examinée dans le bureau. Ces éléments avaient été collectés par les enquêteurs privés et les volontaires embauchés par les familles. Les policiers de l'époque les avaient mis à côté, les jugeant sans valeur. Parmi ces objets se trouvait une carte d'assurance. Selon le demi-frère de Danny, la police l'avait rejetée comme n'étant pas pertinente. Cette carte appartenait à une femme qui vivait avec un homme nommé Warren Philip Welch. Il s'avère que l'OSBI avait suivi cette piste au début. Ils avaient brièvement parlé à la femme, qui les avait dirigés vers Welch. Ils l'avaient interrogé, il avait dit qu'il n'avait rien à voir avec ça, et il l'avait immédiatement cru. La carte fut jetée dans la boîte, où elle resta 19 ans. Mais avec la redécouverte de cette boîte en 2017, les témoins ont commencé à se manifester, affirmant qu'ils avaient déjà essayé de parler aux enquêteurs, mais qu'ils avaient été activement ignorés.
Un de ces témoins était la femme qui avait vécu avec Welch. Elle gardait un secret terrifiant. Elle craignait pour sa vie. Elle révéla que des années auparavant, alors que Welch était en prison pour l'avoir battue, elle avait trouvé une mallette en cuir, dans ses affaires. À l'intérieur de cette mallette, il y avait des photos Polaroid. Ces photos montraient Laura et Ashley bâillonnées et ligotées avec du ruban adhésif. Elles étaient attachées sur un lit, le lit qu'elles partageaient avec Welch. Sur d'autres clichés, elles étaient ligotées à une chaise. Certaines photos montraient Welch laillé sur un lit à côté des filles. Les rumeurs d'une cassette vidéo ignoble circulant dans les messes dance locales n'étaient donc peut-être pas que des rumeurs. La femme qui détenait ce secret expliqua qu'à sa sortie de prison, Welch avait cherché la mallette. Il l'avait menacée de la tuer et de jeter son corps dans un puits de mine, exactement comme il l'avait fait avec les 2 filles. Welch et 2 autres hommes, David Pennington et Ronnie Dean Buzik, se vantaient de leurs crimes et montraient les Polaroids. La nuit du 30 décembre 1999, les 3 hommes s'étaient rendus chez les Freeman pour régler une dette de drogue qui avait mal tourné. Ils avaient tué Cathy, puis Danny. Ils avaient ensuite emmené les filles, disant qu'ils allaient s'amuser avec elles. Les adolescentes furent retenues captives et soumises à d'horribles abus pendant plusieurs jours dans la roulotte de Welch. Elles furent étranglées à mort après avoir tenté de s'échapper, et leurs corps furent jetés dans un puits de mine à Pitcher, Oklahoma. Welch, un fabricant de méthamphétamine instable, est mort en 2007. Pennington, décrit comme un baron de drogue, est mort en 2015. Ils étaient si fiers de leurs crimes qu'ils décoraient leur roulotte avec des avis de recherche des filles portées disparues, mais personne n'avait osé parler, terrorisé par ces hommes. Grâce à la boîte de preuves et aux témoignages sous serment de cette femme, l'enquête put enfin avancer. En 2018, la police arrêta Ronnie Dean Buzik. Il était le dernier des 3 hommes encore en vie. En juillet 2020, Buzik plaida coupable d'être complice des meurtres de Danny et Cathy Freeman, de l'incendie criminel et de l'enlèvement et du meurtre de Laura Bible et Ashley Freeman. Lors de l'audience, qui dura moins de 10 minutes, la mère de Laura, Laurienne Bible, prononça une déclaration poignante. Elle rappela que ce voyage avait duré 20 ans, 8 mois et 1 jour. Buzik a été condamné à 15 ans de prison, dont 10 à purger, pour son rôle dans cette affaire atroce. Mais le combat n'est pas terminé. Laurienne Bible l'a dit elle-même. La lutte pour la justice est loin d'être terminée. Notre combat continue pour retrouver les filles. 2 coupables sont morts. Un est en prison, mais Ashley Freeman et Laura Bible sont toujours portés disparus. Des fouilles approfondies du puits de mine désigné n'ont rien donné. La zone est parsemée de centaines de puits désaffectés. Il est hautement improbable que le reste soit retrouvé sans une véritable confession. La vérité a fini par éclater. Ce n'était pas l'œuvre d'un tueur en série mystérieux, ni d'un fuyant égaré, mais de 3 crapules de bas étage, dealers de drogue, agissant par cupidité et par pure méchanceté. Leur histoire, une histoire de trahison, de cruauté insondable et d'incompétence policière abyssale, restera gravée dans la mémoire de Welch. Espérons que grâce à la persévérance inébranlable des Bible, cette tragédie pourra un jour trouver sa conclusion et que Laura et Ashley seront ramenés à la maison.